Au sommaire de cette édition en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a défendu devant le Parlement ce jeudi sa campagne controversée pour la présidence de l'ANC. En Gambie, le président Adama Barrow a nommé ce jeudi un nouveau ministre de la Défense qui sera chargé de réformer l'armée gambienne et de réduire ses effectifs. Et puis pour la première fois de son histoire, le Soudan va lancer en septembre prochain sa première ligue féminine de football. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. En Afrique du Sud, des députés ont exigé des réponses du président Cyril Ramaphosa, accusé d'avoir trompé le Parlement l'an dernier. C'était quand il a répondu à une question de l'opposition sur une donation à sa campagne de 500 000 rands, soit environ 32 000 € faite par un groupe industriel. Des députés de l'opposition sud-africaine menés par John Steenhuisen, whip en chef de l'opposition, scandent la question, oui ou non, lors d'une session au Parlement. Ils exigent une réponse directe au président Cyril Ramaphosa au sujet de son soutien pour la prescription d'actifs financiers, une politique qui implique que des fonds de retraite et d'actifs locaux soient investis dans des entreprises ou des infrastructures appartenant à l'État à des fins de développement. Le président Cyril Ramaphosa, qui a succédé à Jacob Zuma à la présidence de l'ANC en décembre 2017, puis du pays, a promis à maintes reprises d'éradiquer la corruption. Mais un an après avoir conduit son parti à la victoire aux législatives de mai dernier, il est confronté à des interrogations sur le financement de sa campagne, très disputée pour devenir président de l'ANC. Devant les parlementaires ce jeudi, il s'est dit convaincu que sa campagne était légitime et a souligné qu'elle avait été menée dans des conditions difficiles. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également promis d'agir contre quiconque se serait rendu coupable d'actes répréhensibles durant la collecte de fonds pour sa campagne en vue de la présidence de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Face à toutes ces accusations, le président Cyril Ramaphosa soutient que sa campagne pour la présidence de l'ANC, connue sous le nom de CR17, était légitime et qu'il n'y a pas eu d'utilisation abusive des fonds publics. On le suit. Je dois dire que la campagne CR17 était un effort légitime, progressiste et nécessaire pour promouvoir le renouveau du parti au pouvoir et de la société en général. Et elle a été entreprise dans des conditions difficiles. Dans son financement et ses activités, il n'y a eu aucun acte malhonnête. Je le répète, pas d'acte malhonnête. Pas de criminalité et pas d'abus des fonds ou des ressources publiques. Ceux qui ont contribué à la campagne, que ce soit en tant qu'organisateurs, bénévoles, membres de l'ANC, prestataires de services ou donateurs d'une manière ou d'une autre, y compris moi-même, l'ont fait par souci véritable pour l'avenir de notre pays. For the future of our country. S'il y avait des membres de l'exécutif qui participaient à la campagne, qui participaient à la collecte de fonds, ils l'ont fait en tant que membres individuels du parti exerçant leurs droits démocratiques et constitutionnels. Et à cet égard, soyons clairs, ils ne doivent aucune excuse pour ce qu'ils ont fait. They owe no apology for what they did. Au Burundi, le principal parti d'opposition, le Conseil national pour la liberté, a organisé une conférence de presse. Une sortie médiatique qui intervient après que l'une de ses permanences ait été incendiée à la veille de son inauguration par un groupe d'Imbonerakure, des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir et par des inconnus. L'objet de cette déclaration est de dénoncer et de rendre public les exactions et observées ici et là, commises notamment par les jeunes affiliés au parti au pouvoir, le parti CNR s'inquiète et déplore le fait que ces comportements indignes et vexatoires
envers ses membres connaissent une montée vertigineuse et se multiplie de plus en plus, surtout en cette période pré-électorale. À la communauté internationale, le parti CNL lance un appel vibrant à la communauté nationale de suivre de près l'évolution de la situation politico-sécuritaire, surtout en cette période pré-électorale. Ce journal se poursuit. Le chef de l'État gambien Adama Barrow a remanié ce jeudi son gouvernement, nommant un ministre de la Défense. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué la présidence. Pour la première fois depuis 22 ans, la Gambie a un ministre de la Défense. Cheikh Omar Faye, consul général de Gambie à Jeddah en Arabie Saoudite, a été désigné comme tel ce jeudi par le président Adama Barrow. Depuis 1997, d'abord sous Yaya Jammeh, puis sous son successeur, l'ancien opposant Adama Barrow, les prérogatives du ministère de la Défense étaient directement exercées par le président. Ancien sprinter, Cheikh Omar Faye a fait carrière dans l'armée jusqu'en 1994 lorsqu'il a quitté la Gambie pour les États-Unis. De retour en Gambie en 2005, il devient chef de la communication du cabinet du président Yaya Jammeh, puis ministre de la Jeunesse et des Sports, avant d'être nommé ambassadeur à Washington. Il avait pris ses distances avec Yaya Jammeh à la toute fin de son règne en l'appelant de la capitale fédérale américaine en décembre 2016 à reconnaître sa défaite électorale face à Adama Barrow et à céder le pouvoir. Tout en saluant la désignation de ministre de la Défense, Madi Jobarté, un défenseur gambien des droits humains, a toutefois estimé que le choix de Cheikh Omar Faye est un important pas en arrière si l'on considère qu'il fut un soutien clé de la dictature en Gambie. Le défenseur des droits de l'homme a par ailleurs qualifié de catastrophe la désignation au poste de ministre de l'Intérieur de Yankuba Sonko, qui selon lui montre la volonté du président Barrow de recourir à la violence pour refuser les droits et libertés fondamentales. Gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques dès la rentrée prochaine des classes, le 2 septembre prochain. Cette promesse réveille un immense espoir en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, des millions d'enfants pauvres sont privés d'éducation à cause d'une certaine pauvreté. La gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques dès la prochaine rentrée des classes, le 2 septembre, est très attendue de tous. Jeudi, à Kinshasa, s'est ouverte une table ronde pour examiner et définir les modalités pratiques qui permettent l'effectivité de cette promesse phare du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La veille, le ministre de l'Enseignement avait annoncé la suppression de tous les frais de scolarité dans tous les établissements publics d'enseignement de l'éducation de base. Le président avait déclaré lors de son discours d'investiture le 24 janvier que conformément à la Constitution congolaise, la gratuité de l'enseignement fondamental doit être une réalité. Quant au partenariat mondial de l'éducation, il notait en mai que la RDC reste l'un des pays avec le plus grand nombre d'enfants non scolarisés. On estime que 26,7% des enfants en âge de fréquenter le primaire ne sont pas scolarisés. Toutefois, la RDC a progressé avec 110% d'élèves achevant le primaire en 2014 contre 29% en 2002, d'après le partenariat mondial de l'éducation. Prévue jusqu'à samedi, la table ronde doit étudier le financement de cette promesse onéreuse. L'équipe féminine de football soudanais TADI s'entraîne à Khartoum. Ceci en prévision du tout premier championnat féminin de football du pays qui débutera le mois prochain. Pour la première fois de son histoire, le Soudan va lancer un championnat féminin de football en septembre. L'annonce de ce championnat féminin est intervenue le même jour que l'intronisation du Conseil souverain de Soudan, remplaçant le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis le renversement du président Omar el-Béchir. Avant la révolution, il y a un an, je n'aurais jamais pu m'imaginer jouer dans une équipe de football féminin, ni même m'imaginer pouvoir pratiquer le sport que j'aime. Les femmes soudanaises étaient soumises à de nombreuses restrictions et ça n'était pas possible de jouer au football. Avant, il était difficile pour les femmes de jouer au football. Il y avait de nombreuses complications qui les empêchaient de pratiquer cette activité.
Mais maintenant, tout le monde attend avec impatience une nouvelle réalité et de nouvelles ambitions. Aujourd'hui, la société est devenue plus réceptive à cette idée et plus ouverte à la participation des femmes dans tous les domaines de la vie. Un total de 18 clubs divisés en 3 régions participeront à cette nouvelle compétition. Une sélection nationale féminine du Soudan est par ailleurs en projet pour représenter le pays dans les compétitions internationales. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Vendredi 23 août 2019 et nous voici au dernier rendez-vous de la semaine que nous démarrons par le Sénégal où une forte pluie dans la nuit de mercredi à jeudi a occasionné de considérables dégâts et des pertes en vies humaines. Forte pluie à Dakar et à l'intérieur du pays, catastrophe s'exclame la tribune. Le journal nous apprend que la capitale Dakar est envahie d'eau de tous côtés. À Kaffrine, des quartiers entiers ont été submergés. Le quotidien LAS fait le constat de morts à Dakar, d'inondations à Saint-Louis et Ziguinchor et affiche en titre « Pluie de malheur sur le pays ». Le Soleil qui parle de beaucoup d'eau et de dégâts raconte le difficile réveil des Dakarois au lendemain de la pluie et annonce des centaines de sinistrés à Kaolack. Forte pluie enregistrée, le Sénégal se noie, placarde en manchette, Sud Quotidien. Le Canard raconte notamment entre ses lignes que Dakarois et Kaolackois sont dans le désarroi, Saint-Louis se cherche, le tunnel de Soumbédioune a été fermé pendant plusieurs heures et le transport urbain a été perturbé à Dakar. Réumi Quotidien, qui analyse les conséquences de ces fortes précipitations, estime qu'après la pluie, c'est la galère. Et à Walf Quotidien de renchérir qu'après la pluie, c'est la belle pagaille. Pendant ce temps, Vox Populi nous apprend qu'alors que le Sénégal est noyé sous la pluie, le gouvernement est en vacances. Le journal pose le bilan de 2 enfants noyés à Bambilor et une dame mortellement électrocutée à Kaolack. Au Cameroun, quelques médias se sont intéressés à la guerre ouverte au sommet de Camerco, la compagnie aérienne camerounaise. Info Matin croit savoir que c'est le mauvais partage des prébendes issus des rétrocommissions de la location des avions qui est à l'origine des querelles entre le président du conseil d'administration et le directeur général et positionne en gros titre les dessous du clash. Mutation Quotidien, pour sa part, nous informe de ce que c'est seulement 3 mois après leur entrée en fonction que le PCA et le DG de la compagnie aérienne nationale se déchirent sur les nominations. Une situation que le journal qualifie à sa une de Camercouac. Dans le même registre, le quotidien L'Épervier nous explique comment, dans une correspondance qui date du 20 août dernier, le PCA, par ailleurs ministre des Transports, a instruit le directeur général de Camerco d'annuler le redéploiement du personnel et tous les autres actes qui grèvent les dépenses de la structure qu'il a effectué le 19 juin, en totale méconnaissance de la feuille de route prescrite lors de son installation. C'est ce que le Canard traduit en manchette par Camerco. Le PCA rappelle à l'ordre le DG qui se perd. Nous ne perdons pas de vue l'objectif. On se donne rendez-vous lundi prochain. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.